On ne présente plus Giusto Traina, mais il va peut-être présenter ses invités et je vais lui laisser tout de suite la parole pour ce faire. Je vais simplement expliquer pourquoi nous avons intitulé cette rencontre autour du livre que donc Giusto va présenter. Un peu de soleil classique dans l'eau froide de notre modernité actuelle. Ça, c'est une question qu'on a un peu abordée lors de précédentes interventions, y compris avec vous deux. Les lettres classiques sont un peu le parent pauvre. Mais pourquoi un peu de soleil classique? Parce que le livre que tu vas nous présenter est un livre quand même extrêmement divertissant et qui, à ce titre, va peut-être surprendre les gens qui s'imaginent que justement ces questions, cette thématique, cet univers des lettres classiques est un petit peu barbant, austère et autres. Eh bien, justement, je pense que tu vas les démentir en nous expliquant quel est justement le propos de ton livre. Oui, camarade. Alors, bon, d'abord, Anne Vial, on la connaît déjà. Elle est latiniste. Et tandis que notre collègue et son époux, Éric Vial, est contemporanéiste. Alors j'éviterai de dire, comme d'habitude, de répéter la boutade maintenant un peu rance, c'est-à-dire personne n'est parfait. Mais je ne les penserai pas moins très fort. Et quelle question à savoir pour qui? En fait, parce que sans les Vial, je n'aurais jamais pu transformer ces livres en un livre acceptable pour un public francophone. Car bon, il n'y a pas que les Vial dans ce livre, il y a aussi une préface de Johan Chapoutot qui a permis aussi de mieux préciser certains aspects qui auraient pu échapper au lecteur possible qui rechignerait à acheter ou voir se faire emprunter ce bouquin tout en disant oui, bon, finalement, c'est bon, les classiques, ça nous gonfle. Et en fait, d'ailleurs, les belles lettres ont fait du bon boulot. Oui, il y a un indice dans le titre et dans le graphisme. Ce n'est pas si austère que ça. Non, pas du tout. Oui. Finalement, la version italienne, qui est l'original, est beaucoup plus austère. Parce que d'ailleurs, c'est dans la collection Fact Checking. Donc il y a toute une série de contemporanéistes. On essaie justement de faire du debunking sur certains mythes contemporains. Et à partir d'un certain moment, ils ont aussi ajouté des spécialistes d'autres périodes, étant donné que ce livre n'est pas un livre qui concerne plutôt tellement les classiques. Et là, je donnerai la parole à Anne, parce que justement, elle fait partie de cette sorte de réserve indienne. Donc, vous êtes les derniers des Mohicans en France qui essayaient encore d'enseigner un peu de latin, un peu de grec, un peu de civilisation classique. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, j'en pense que tu mets exactement le doigt sur là où ça fait un peu mal pour les philologues à l'heure actuelle. C'est vrai, c'est un livre qui est très drôle à lire, qui est informé et tout ça, et qui parle en fait de la réception tous azimuts et n'importe quoi, il faut bien dire aussi, au XXe et au XXIe siècle. Et les philologues, évidemment, vont toujours avoir tendance à avoir ce réflexe de réserve indienne, dire « mais nos textes » et sacraliser le texte. Et en même temps, quand je lisais ce qu'il en est, alors oui, il faut revenir au texte, bien entendu, parce que ce sont de beaux textes, parce qu'ils ont nourri des imaginaires, parce qu'à l'heure actuelle, ce que montre très bien, à mon avis, le livre noir des classiques, c'est que l'Antiquité n'est pas du tout oubliée.
On voit bien que ce soit Antigone, que ce soit les bronzes de Riace, etc. Elle est là, on s'en sert aussi très mal, il faut bien le dire, mais après tout, ça a toujours été de toute antiquité, si je puis me permettre. Et j'y pensais aussi, je me disais, attention quand même à la sacralisation absolue, c'est le réflexe des classicisants, la sacralisation absolue du texte, parce que par exemple Cicéron, j'y pensais justement en relisant un peu le texte là, je disais, mais Cicéron, que nous avons admiré sur commande, quand nous avons fait du latin au collège ou en lycée, qui nous a fait souffrir aussi, il faut bien dire d'ailleurs. Cicéron a été... pas de nous faire souffrir. Oui, je sais que tu ne l'aimes pas. Mais bon, c'est autre chose. Et bien donc, Cicéron avait plein de qualités et pas mal de défauts, dont la vanité, il faut bien dire aussi. Et ça a été un homme d'État, c'est celui qui a introduit la philosophie grecque à Rome, et qui a tous ces discours merveilleux, etc. Bon. Mais il n'empêche que très vite pourtant, même Cicéron a été considéré comme une icône, plus que véritablement connue. Et ça, des érudits même, là je pense à un article de Robert Castor, qui est un classicisant, à la fin du XXe siècle, s'y sont intéressés en disant, voilà, Cicéron au fond c'est un nom dont nous baptisons toute une tradition, mais très tôt en fait, même pas 200 ans après, ce qu'on retient de lui c'est que c'est le champion de l'éloquence, ce qu'on voit revenir sous l'Empire c'est toujours la même chose, qui laisse quand même un petit doute sur la connaissance qu'avaient les Romains eux-mêmes de l'œuvre de Cicéron, et on le fait servir en fait comme parangon de l'éloquence ou autre. Ou bien on s'en sert très mal aussi. Là je vais prendre un exemple qui n'est pas je crois dans le livre et après je te redonne la parole, mais c'est pour montrer comment il ne faut pas révérer les classiques à mon avis trop. Le fameux Quedant arma togae, que les armes le cèdent à la toge de Cicéron, ce demi-vers qu'il avait composé à propos de son action à l'égard de Catilina. Eh bien, cette formule, et surtout, pas le Quedant arma togae, excusez-moi, en plus probant encore, la fameuse ouverture des Catilinaires. Quousque tandem, altere, Catilina. Je l'ai servi à la maire d'arrondissement, lors d'un conseil d'arrondissement. J'ai remplacé Catilina par Karine Petit, qui est le nom de la maire. Eh bien, vous avez fait comme le sénateur Ted Cruz en 2014, quand il a apostrophé Barack Obama pour lui reprocher sa politique sur l'immigration. Bon. C'était pas le cas, c'est pas le même contexte, voilà, mais comme beaucoup d'autres, la rhétorique était la même. Qui l'ont fait servir à toutes les sauces, le parti Fidesz en Hongrie aussi, enfin bon, etc. Mais déjà du vivant de Cicéron, ou pratiquement de son vivant, quand Salluste, bon, qui n'était pas exactement l'ami de Cicéron, mais qui n'était pas non plus son ennemi déclaré, écrit son Catilina. Salluste avait 23 ans au moment où Cicéron, en tant que consul, prononce ce fameux retravailler, quousque tandem, etc. 40 ans après, il écrit son Catilina. Et il s'amuse à faire prononcer à Catilina quousque tandem, jusqu'à quand patiemini, allons-nous souffrir, etc. Et c'est Catilina qui est en train de haranguer ses troupes. Donc il est en train de retourner Cicéron contre Cicéron. Et on trouve ça aussi chez Tite-Live à propos d'autres, non pas de Catilina, mais d'autres, etc. Donc on est en train de se servir de formules, y compris Cicéron, qui ont beaucoup impressionné, pour faire dire autre chose. Donc les mésusages de l'Antiquité, ça a toujours été, et ça je crois que les philologues n'en ont pas suffisamment conscience, et de ce point de vue, le livre noir des classiques, l'histoire incorrecte, pardon, c'est le sous-titre, est un salutaire rappel que finalement les textes, on s'en sert aussi comme on veut. Oui, mais là justement, tu viens de présenter un mot plus ou moins inhabituel, les classicisants. Alors, les antiquisants, on connaît. Je suis sûr que si on tape sur Word, le traducteur ne va pas tellement protester. Tandis qu'il est classicisant. Et là, justement, ça m'a fait penser, parce que à toute une question,
qu'on a discuté avec Éric Vial. Donc, avant de passer la parole à Éric Vial, contemporanéiste, j'aimerais bien demander l'avis d'Éric Vial, traducteur et italianisant, à 16 heures. À 16h15, il n'y a plus personne. Hein. Voilà. Et parce que, justement, faut-il appeler tout de suite les brigades Larousse-Robert ou classiciste est mieux qu'on a finalement utilisé dans le texte est mieux que classicisant? Là, j'ai rien contre. Là, vous discutez un peu boutique, mais c'est très bien. Aussi, il faut, parce que c'est des notions qui sont pour le moins exotiques, sans doute pour beaucoup des gens qui vont regarder cette vidéo. Mais il y a une chose que je pense qu'il faudrait que tu précises, parce qu'il y a peut-être un malentendu qui risque de se glisser dans l'esprit des futurs lecteurs, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de disqualifier ces auteurs classiques, mais bien de les vulgariser. Nous sommes d'accord, et les vulgariser à l'intention d'un public éventuellement néophyte, en les montrant sous un jour inhabituel, un peu people, un peu divertissant, un peu rigolo. Je voudrais que tu précises ça pour que les gens comprennent ce à quoi ils peuvent s'attendre, le futur lecteur, à quoi il peut s'attendre en lisant le livre. Je trouve que le plus rigolo, c'est d'aller voir effectivement les dérives d'une certaine interprétation du monde ancien. Et là, évidemment, j'étais obligé aussi d'évoquer des dérives bien plus mornes, l'utilisation des Grecs et des Romains par les nazis et par les fascistes. Mais je trouve, là c'était presque obligatoire. Oui, mais là, tu vois, tu expliques un petit peu ce à quoi les gens vont s'adapter, dont ils ne sautaient pas très bien à l'origine de ta présentation. Il s'agit dans ce livre, c'est pas un livre noir au sens de dénoncer les turpitudes, même éventuellement pittoresques, des grands auteurs classiques, mais plutôt de la manière dont ils ont été reçus, exploités et instrumentalisés jusqu'à aujourd'hui. Déformés, déformés, bricolés, etc. Plus quelques dégonflages de baudruche. Oui, ça peut toujours faire plaisir. Voilà, donc c'était bon à préciser à mon avis, et maintenant je vous laisse poursuivre. Il s'agit d'un démontage des gens qui lisent n'importe comment l'Antiquité finalement. On pourrait faire un exemple. Ça c'était, soit dit en passant, ça renvoie à un problème de traduction. Parce que là c'est parfaitement exact, parce que donner un exemple en français, les Italiens diraient faire un exemple. Faire un exemple, ça veut dire autre chose, mais je sens que Giusto a l'intention aussi de faire un exemple. Voilà. Définitif. Voilà, tout à fait. Ce sont des nuances, mais qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Oh, je sais pas. Parce que là... on a parlé de Cicéron. On n'a pas, oui, mais on parle toujours. Il considère qu'on parle trop de Cicéron. Tu n'aimes pas Cicéron, semble-t-il. Oui. Il veut monter la société des ennemis de Cicéron. Oui, voilà. Le véritable problème est que pour faire un livre qu'on pourrait appeler peut-être un livre éveilleur, il fallait essayer de faire un tri et d'ajouter à l'occasion des questions qui pourraient intéresser plutôt un public français. Prenez par exemple... Disons que ce sont des tapas. Voilà. Par exemple. Voilà, oui. Alors, celui-là, effectivement, si vous... Le montrerez dans le montage, à l'écran. Si vous tapez sur Google et portrait de Jules César, vous ne trouverez pas les portraits classiques qui ont été faits bien après la mort de César et qui présentent ces personnages austères, un peu maigres, avec des traits bien relevés, qui est le même après qui a permis à Uderzo de dessiner les Césars d'Astérix. Et là, vous trouvez un portrait complètement différent. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est un portrait qu'on trouve au musée d'Arles et qui a été trouvé dans le Rhône. Des archéologues ont repêché ce buste et ils se sont dit, tiens, il ressemble un peu à César.
à partir de ce moment, ils ont décidé d'en faire un cas régional, voire national. Et comme la ministre à l'époque était Christine Albanel, ils ont dit, chic, on va faire un scoop. On va montrer que César n'était pas César. Et à partir... Uderzo s'est trompé. Voilà. Et à partir de ce moment, c'était une sorte... Comment pourrait-on définir cela? Là, j'ai discuté ça dans une librairie à Arles, et évidemment, le public était beaucoup plus intéressé, beaucoup plus chaud, motivé. Et pas forcément d'accord avec toi. Parce qu'autour de... Non, il y avait aussi des archéologues qui étaient justement critiques, qui disaient justement, l'archéologie, c'est pas l'archéologie des paillettes, c'est pas l'archéologie du sensationnalisme qu'on présente. Et du coup, mais derrière tout cela, il y avait toute une invention qui était formidable. Ils avaient dit, alors qu'est-ce qu'il faisait ce buste de César, parce qu'il était César, dans le Rhône? Alors, il y en a un particulièrement malin qui a dit, ah oui, c'est simple, quand César est mort, à Arles, c'est connu, tout le monde avait des valeurs républicaines, et ils se sont dit, chic, le tyran est mort, il y avait un buste de César, qu'est-ce qu'on fait? On les balance dans le Rhône. C'était déjà la cancel culture oui, très précoce. Sans comprendre un détail assez important, qu'en fait, quand Arles était une colonie romaine qui avait été fondée sous l'impulsion de César, qui justement voulait punir Marseille, qui avait osé lui tenir tête dans le siège de 49 avant Jésus-Christ, et donc, du coup, il a décidé de enlever tout le territoire de Marseille, pénaliser la cité avec toute une certaine mesure, dont la plus grave était notamment la création d'une colonie à Arles, qui est devenue une grande porte dans le Rhône et qui était encore prospère pendant l'Antiquité tardive. Donc en fait, la fondation de Arles a joué plus ou moins le même rôle des dockers qui ont fait en sorte qu'après toute une grande partie de la navigation des ports est passée à Gênes. C'est plus ou moins... mais ce qui est intéressant est que tout cela était parti... Attention à tes allusions perfides aux camarades dockers de Marseille. Eh oui, justement, ouais, mais il faudrait plus belle la vie. Hein. et là, c'est un exemple particulier parce que justement, cela montre que, au moins, ce bonhomme qui avait voulu se faire fabriquer un buste qui ressemblait grosso modo à César, donc bon, c'était la même calvitie, un peu certains traits, le même type de regard, mais tout le reste, ça ressemblait pas à Jules César. Et ce qui est intéressant, que probablement il n'était même pas un romain ou un italien. Il aurait pu être un gallo-romain, donc un gaulois romanisé. Tu ne veux pas le dire, le personnage statufié. Voilà. Le sujet de la statue. Mais ce qui est intéressant est que quand on a voulu faire de l'archéologie sensationnaliste, il voulait montrer justement, mais nous, c'est notre César qui est le vrai César. Oui, et on disait ça d'autant plus, avec d'autant plus de ferveur que le battage médiatique disait c'est un des 2 portraits réalisés par César de son vivant. Donc c'était vraiment cocorico, nous l'avons, nous, etc. Et c'est pas du tout César. Mais en même temps, c'est une conception parfaitement dépassée de l'histoire aussi, où il s'agit de mettre en valeur des grands hommes, des grands événements. Tandis que quand on dit c'est un notable qui a voulu se faire portraiturer à la manière de César, c'est beaucoup plus intéressant d'une certaine façon parce que c'est plus proche de nous. Et c'est plus plausible aussi. Et c'est beaucoup plus plausible. Et c'est probablement d'ailleurs, enfin je veux dire, tous les
les plus grands savants spécialistes d'histoire de l'art ont été stupéfaits devant une telle affirmation. C'est ce que Giusto rappelle aussi. Mais alors, il était comment César, en vrai? César rassemblait beaucoup plus aux portraits classiques que nous connaissons, aux portraits qu'on trouve dans les monnaies, évidemment. Et les monnaies sont fiables, elles sont supposées réalistes. Plus ou moins, parce que dans les monnaies, effectivement, oui, il faut faire un peu attention. Disons, on n'arrive jamais à faire des portraits fiables sur les monnaies. Mais ce qui est clair est que César, sur ces monnaies, voulait se présenter en romain, avec un portrait de romain. Donc, pas avec les traits d'Alexandre le Grand, et très différent par rapport au portrait que nous connaissons de son ami Pompée, qui lui, au contraire, essayait de faire de son mieux pour ressembler à Alexandre le Grand. Oui, mais Pompée, lui, n'est pas un classique, au sens là où nous évoquons, si tu évoques dans un ouvrage sur les lettres classiques, César, c'est en principe avant tout comme auteur. Mais pas de mésalliances. Je n'ai rien à voir avec les lettres classiques. Ah bon? Non, c'est uniquement l'historien, d'accord. Non, pas uniquement l'historien. Donc c'est le personnage, c'est pas son... l'antiquisant. C'est l'antiquisant. D'accord. C'est lui qui s'occupe à 16 heures, justement, des lettres classiques, de l'archéologie, et qui essaie de rassembler une manière de voir l'Antiquité, non seulement dans son contexte ancien, mais dans un contexte aussi plus contemporain. Et là, on trouve des choses intéressantes. Pour revenir à César, parce que bon, César, au sens de César, au sens d'empereur, prenez Las Vegas. Las Vegas, il y a le célèbre Caesar's Palace. Caesar's Palace. Et la salade du même nom. Oui, mais mais là c'était encore différent parce que c'était quelqu'un qui s'appelait vraiment. Vas-y, excuse-moi. Ça n'a rien à voir. C'est comme dans Astérix, ô César du monde. César la belle de Cadix, c'est le patron du bistrot. Bon. Et là, effectivement, le César de la salade, c'est le patron du bistrot. Voilà. Ouais. Mais là, ce qui est intéressant, que si on va maintenant Caesar Palace, bon, on trouvera tous les kitsch, etc. Mais on ne trouvera plus le même restaurant qu'il y avait dans les années 60, le Bacchanal. Alors, à Las Vegas. À Las Vegas, il y avait le restaurant Bacchanal. Les serveuses étaient habillées à l'antique. On les appelait wine goddesses, les déesses du vin. Accueillaient les clients du Bacchanal en disant « Bonjour, je m'appelle... » Elle a donné son prénom et ce soir je serai ton esclave. Ce qui est intéressant, que maintenant, si vous allez à Las Vegas aujourd'hui, vous trouverez un buffet tout à fait correct, mais où le Bacchanal a gardé son nom et tout le reste a été refoulé. Donc, le kitsch, ça va, mais disons, le kitsch doit rester politiquement correct. Mais tu sais, excuse-moi, juste une brève incise de cinéphile. Tu regardes les films, y compris muets, de Cécile B. DeMille, les péplums. Tu as les nanas sont à poil qui décrivent justement des bacchanales romaines. Sont à poil, c'est extrêmement libre avant le code ACE et avant que tout ça se normalise. Donc ces réactions de pruderie, typiquement d'ailleurs américaine, de puritanisme, cyclique et de retour du politiquement correct se sont appliquées encore bien avant l'épisode que tu racontes. Donc ça, c'est une tradition typiquement américaine, ça, de rejeter dans l'Antiquité les turpitudes, les bacchanales et les orgies en tout genre, pour après édulcorer. Et les puits de fou, c'est aussi une américanade. Oui, je ne sais pas s'il y a ça, mais là on parle justement des Américains. Oui, mais justement, quand on dit, en Italie, quand on
l'excès, on dit toujours, è un'americanata, c'est-à-dire quand les kitsch dépassent les bornes. Mais finalement, si nous voulions revenir sur le territoire métropolitain, je ne crois pas que le Puy du Fou, avec un certain type de spectacle, soit moins savoureux et moins intéressant pour l'enquêteur de la réception incorrecte de l'Antiquité. C'est le tourisme. L'idée, c'est qu'il y a tout un chapitre sur le tourisme, justement, sur les touristes, où il est question de Las Vegas, où il est question du Puy du Fou, mais il est aussi question de touristes très connus qui débitent des bêtises assez extraordinaires. Ah oui. Je veux dire, pas n'importe quel touriste, des visiteurs de marque. Non, des écrivains de marque. Ah, d'accord, carrément. Donc Moravia, bon côté italien. Donc c'est pas simplement des visites officielles, c'est des intellectuels qui ont porté du tourisme, qui ont porté des jugements. Et qui éventuellement écrivent. Et qui cherchaient finalement... Qui cherchent l'Antiquité telle qu'ils l'ont rêvée. Oui, finalement ils ne cherchent... ils pouvaient rester chez eux. Ça n'aurait pas changé énormément de choses. Les visites en Grèce de Moravia et d'Heidegger, effectivement, ça pose quelques petits problèmes, disons. Ils sont assez persuadés, ils savent déjà ce qu'ils vont voir, et ils ne voient pas le reste. Ou plutôt, quand ils le voient, ça leur plaît pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Enfin, alors, ça plaira peut-être. Moravia, je connais pas trop. Heidegger, c'est une tradition allemande. Je sais pas où je vais l'apprendre. La récupération de l'Antiquité grecque, surtout, évidemment. Alors, justement, quelles sont des observations que tu as pu faire dans le livre à propos de ça? Et là, justement, j'avais simplement cité quelques passages du journal des voyages que Heidegger, finalement, n'avait pas conçu pour son public. Finalement, c'était une sorte de cadeau qu'il voulait faire à sa femme, qui était restée en Allemagne, parce qu'elle n'avait aucune envie de faire la croisière avec Martin Heidegger. Et là, il y a eu 2 croisières. Dans une des croisières, il y avait même un conférencier, donc un personnage qui, à l'époque, était assez célèbre parce qu'il écrivait des romans. Et tout le monde discutait sur cette antiquité grecque, sur les dieux, sur les restes. Et alors, tant qu'il s'agissait de discuter sur le paquebot, ça allait. Mais dès que Heidegger descendait et mettait les pieds en Grèce, là, les problèmes commençaient. Parce que là, d'abord à Athènes, il n'était pas... Ça correspondait pas. C'était les années 60. À Athènes, c'était déjà les Pirées. Et donc les Pirées, effectivement, forcément, étaient un peu industrialisés. Donc ça dérangeait beaucoup les philosophes. Et il débarquait à Crète. Ah oui, mais Crète, c'est pas la Grèce. Donc ça ne l'intéressait que moyennement. Et finalement, quand il commençait à essayer de réfléchir davantage, il avait aussi des problèmes parce qu'il n'avait pas envie de grimper sur les sites archéologiques. Qu'est-ce qu'il a retenu alors de son voyage? Finalement, ce qu'il savait au début. Il savait au début. Il savait tout déjà. C'était du Hölderlin qu'il continuait à développer à sa manière. C'était aussi sa manière de imaginer l'Antiquité grecque, d'une Grèce classique, bien entendu. Et moi, j'ai essayé, à un moment donné, de faire un parallèle un peu déplacé. Je regardais un livre qui m'intéressait beaucoup parce qu'en fait, quand je faisais mes premiers voyages en Grèce, je voyais des touristes, des jeunes, surtout des Britanniques ou des Américains, qui lisait ce bouquin de Henry Miller, donc Le Colosse de Marousse. Oui. Le Colosse, c'était un intellectuel grec. Il était très lu à une époque, Miller, en général. Oui, mais le Colosse de Marousse, ça rappelait les voyages que Miller avait fait dans les années 40, avant la guerre. Juste à la veille de la guerre. À la veille de la guerre, et où il discutait des choses. Et c'est très intéressant, parce que Miller, c'est le contraire d'Heidegger. Lui, il aime la Grèce je suis bien d'accord. pour s'encanailler.
à un moment donné... La Grèce réelle, présente, et les Grecs. Parce que finalement, le problème d'Heidegger, c'est qu'il y a les Grecs, quoi, et que les Grecs en question sont décadents de son point de vue. Oui, oui, oui. Ils n'ont pas des alors de statut. Aïe. Et donc, à la limite, la question pose problème sur les deux côtés. Parce que là, Miller, finalement, faisait son cabot simplement pour montrer qu'on pouvait aller en Grèce et discuter avec Séphéris du jazz, parce que c'était ça. Donc normalement on pense que Séphéris était quelqu'un qui ne pensait que assez classique, etc. Et les voilà en train de parler de Count Basie. Et là, on resitue pour les spectateurs Séphéris, parce que... c'était donc un homme, un poète grec. Henri Miller, ça va à peu près, mais Séphéris, à mon avis, c'est un peu obscur pour eux. Donc c'est pour ça que, voilà, si tu peux préciser Séphéris, qui c'était, le contextualiser. Oui, oui, lui c'était en fait un ambassadeur de Grèce au Royaume-Uni et c'est l'un des plus grands poètes néo-grecs. C'est celui qui avait effectivement repris la tradition classique et l'avait réélaborée sur une base qui pouvait être bien acceptable pour les intellectuels bourgeois de la période entre les deux guerres et même après. Et là, justement, la question que je me pose est effectivement, devant cette Grèce, est-ce que, parce que là, la Grèce imaginaire, tout le monde a conçu sa Grèce imaginaire. Il y a des grands hellénistes qui n'ont jamais mis les pieds en Grèce, il y a des hellénistes qui, au contraire, ont fait des fouilles en Grèce, qui connaissent... il y a plusieurs manières d'aborder la question. Mais la véritable question, c'est de dire est-ce qu'on va poser la question aux Grecs? Parce que là, justement, on a l'impression d'intellectuels qui débarquent, qui ont déjà leurs idées préconçues et qui finissent par retrouver ce qu'ils voulaient chercher. C'est un peu le contraire de la méthode archéologique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Georges Séphéris, c'est vrai que c'était le poète tout à fait acceptable, distingué, raffiné, qui retravaillait les mythes, Ulysse, etc. Et donc c'est une alliance a priori un peu improbable avec Henri Miller et son aura sulfureuse quand même déjà dans le Colosse de Maroussi. Et c'est exactement la différence entre finalement le respect devant la Grèce, ou l'Antiquité d'ailleurs, pardon j'ai employé un gros mot, auquel on accorde une essence, une ontologie, donc on pense qu'il existe une Grèce, qu'il existe une Antiquité, etc. Et puis Henri Miller, lui ce qu'il met en relief, c'est à la fois les fouilles, ça lui plaît pas trop d'ailleurs dans le paysage, les fouilles des archéologues dont tu parlais, et puis les masures, et puis la Grèce de manière générale, et puis l'ouverture, en parlant avec un grand intellectuel et poète comme Séphéris, de la vie même, la vie en Grèce, le jazz, etc. Et donc toutes ces scories qu'on a tendance à rejeter en fait quand on prend en compte l'Antiquité, et c'est très emblématique en fait, cette opposition entre Heidegger et Henri Miller. Tu nous conseilles plutôt de lire Henri Miller que Heidegger, et je dirais que je suis entièrement d'accord avec toi. Tout le monde est d'accord, je crois. À tout point de vue. Redécouvrir Henri Miller, parce qu'il est plus très lu aujourd'hui, je peux te dire. Malheureusement, Heidegger est de nouveau en vogue chez nos universitaires, c'est d'ailleurs assez catastrophique, on voit le résultat d'ailleurs. Et nos littéraires, et d'ailleurs aussi nos philosophes, feraient bien plutôt de relire Henri Miller. Oui, d'accord là-dessus. Mais il y a une scène particulièrement intéressante, ça se passe dans un village de la Crète, et là, Henri Miller veut acheter des souvenirs. Donc là, il retrouve un marchand de souvenirs, il commence à lui... il commence une conversation. Et là, il y a aussi la femme du marchand de souvenirs, qui est une Française,
normande qui n'est pas du tout contente de se trouver en Grèce. Ça, c'est le genre de sujet Dans un coin, dont doit se délecter Henri Miller. dans un coin paumé. Alors, je ne sais pas si Henri Miller a pensé à Flaubert, parce que justement, quand on parle de coins paumés et de Normandie, effectivement, là, on arrive tout de suite à faire la liaison. Pardon, Mais juste là, me regarde parce que j'enseigne à l'université de Rouen, hein, pardon. Voilà, c'est pour ça. mais la chose la plus intéressante est que Henri Miller lui parle en français et il commence à l'engueuler, à dire mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris, ici c'est le paradis, ici c'est en fait c'est le monde qu'il cherchait. Là où Heidegger finalement essayait de ne regarder que les antiquités et de fermer ses yeux dès qu'il trouvait quelque chose de moderne, là Henri Miller finalement, les monuments grecs, il n'en parle pas tellement, mais il est fomenté par les bazars et par tout ce qui est effectivement qui devait être effectivement, qui devait faire le charme des villes grecques, notamment d'Athènes à cette époque-là. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose, mais effectivement. Quelle année à peu près? C'est avant-guerre? Oui, c'est juste avant-guerre. Juste avant-guerre. Fin des années 30. Oui. Extrême fin. Oui, oui. Et donc, oui, à l'époque... C'est même en partie pendant la drôle de guerre, visiblement. Oui, à l'époque, je crois que Miller était aussi lecteur de français à Dijon, donc à un moment donné... Au même moment, enfin c'est possible de toute façon, mais... Oui. Mais c'était un homme de culture, mais la différence avec Heidegger, c'est que sa culture, il la faisait servir pour... Il s'en servait pour vibrer, en fait, plus que pour construire une espèce de statue qu'il fallait admirer de loin. Oui. Et Miller n'était pas nazi. Non. Pour le dire simplement et rapidement. Voilà. C'est une des principales différences avec Heidegger, et il écrivait très bien. Ça, c'est une énorme différence aussi avec Heidegger, qui écrivait comme un pied, comme pourront le confirmer tous les germanistes. Voilà. Mais la question, c'est aussi, voilà, il n'y a pas que Heidegger, parce qu'il y a Moravia, dont parlait Eric tout à l'heure. Moravia, lui, on construit Moravia, c'est... voilà, un respect pour Moravia, l'Antiquité. il est voisin pourtant. Oui, mais justement, Moravia, ces Grecs sont décadents. Il y a une modernité qui est la modernité italienne. Alors, il écrit ça dans les années 30, hein, petit détail. Oui. Détail. Alors, il le écrit aussi dans les années 50, hein, c'est pas un problème. Mais bon, ça bloque, ça coince un petit peu. Faut pas oublier que Moravia, c'est à la fois le cousin de Carlo Rosselli, leader antifasciste assassiné par la cagoule en 1938 en Normandie à nouveau. Décidément, c'est un lieu malfamé. Et c'est aussi le cousin de De Marsanic, que Mussolini appelait l'onorevole e fermo imposta, c'est-à-dire l'honorable poste restante, c'est-à-dire le ministre des PTT permanent de l'Italie fasciste. Il est cousin des deux, Moravia. Alors il est oscille entre les deux, en fait, en permanence. Il ne va jamais quand même trop se mouiller dans le fascisme, Moravia. Mais comme tout le monde. Pas plus qu'un autre, pas moins. Oui, pas plus qu'un autre. Pas plus qu'un autre, pas moins. Bon, c'est Loussou qui disait que s'il avait fallu exterminer tous ceux qui étaient... C'était un leader antifasciste sarde, malcommode, mais qui disait que s'il avait fallu tuer tous les gens qui étaient compromis avec le fascisme, ça ferait le quart de la population. C'était beaucoup, même pour un parti de boucher de métier. C'est ce que De Gaulle disait de l'administration française. Et lui, c'était pas un quart, c'était les trois quarts. Oui. Pendant la collaboration. Oui, mais l'administration a plus de raisons d'être contaminée que la population de base, disons. C'est vrai. Là, c'était carrément sur la population, pour Loussou. Mais... Oui. Mais c'est pas la question. Là, mais pour changer de sujet, parce qu'il y a plusieurs sujets, il n'y a pas que, justement que les Romains, il y a aussi des Gaulois, mais vers la fin. Il faut lire le livre. Il faut lire le livre, voilà. Oui, oui. Vers la fin, on a ajouté une postface à l'édition gallo-romaine, oui, à la demande de Giusto. Hybride. On l'a écrit à deux, et là, on a trouvé d'autres choses qui peuvent intéresser vos ancêtres les Gaulois. Oui. Mais le prototype de nos ancêtres les Gaulois, en l'occurrence, étant Henri Salvador. Oui, absolument. Avec un magnifique scopitone d'époque, alors qu'on ne cite pas, mais qui est retrouvable sur les bons sites internet,
où il chante nos ancêtres les Gaulois sur fond de fête antillaise, et c'est la famille de Pascal Légitimus, qui sont les... Oui. Voilà. Et donc, Jean-Luc Salvador s'amuse beaucoup. C'est un truc qu'il avait fait, c'est un texte de Boris Vian au départ, il avait commis ça ensemble, dans nos ancêtres les Gaulois. Il recommence avec Attila Hella, et Attila Hella qui fabrique beaucoup de petits Gaulois aux yeux bridés. Bon, enfin, donc, il s'amuse bien à démonter. Et on avait mis ça parce qu'au départ, Giusto avait insisté sur quelque chose de beaucoup plus honorable intellectuellement, c'est-à-dire... Classiciste. Non, pas classiciste. Le discours de la part de quelqu'un qui avait une forte culture classique, puisque c'est le discours d'entrée à l'Académie française de Léopold Sédar Senghor. Ah oui. Où il se paye un petit peu la tête de ses collègues sur le thème de vos ancêtres les Gaulois, en rappelant que les Basques devaient être vaguement antérieurs, qu'il y a quand même beaucoup de choses et beaucoup de mélanges. Et en fait, il y avait une continuité avec Salvador et avec quelques autres. Et Senghor il était assez moqueur dans il avait enseigné la lettre classique, il avait raison. même en France. Oui, lui, il avait une formation de cagneux classique. Donc il y a beaucoup de choses, et là, on saute du coq à l'âne, mais c'est la même chose dans le livre, parce que justement, on n'arrive pas effectivement à discuter tous les aspects. Je crois qu'il y a même Franck Ferrand. C'est dire. Oui, mais ça, c'est parce que le Gorafi avait titré les Vikings sont les premiers hommes à avoir marché sur la Lune par Franck Ferrand. Mais pour en revenir à un monde plus classique, et là justement, on a vu que finalement, on a compris qu'Heidegger c'est pas rigolo. Mais il y a d'autres questions qui ont continué de passionner les philosophes, les littéraires et les hommes politiques. Et là, j'ai trouvé à un moment donné le personnage de la littérature ancienne qui est finalement un personnage pour toutes les saisons. Et je parle d'Antigone. Absolument. Et là, donc, c'est un... Antigone, c'était un personnage pour toutes les saisons, mais tu en parles en disant... Mais on parle d'un personnage. On n'est plus dans le personnage historique. Non, là c'est effectivement l'héroïne inventée par Sophocle. On revient chez les classicistes là. Là, on est vraiment dans l'Antiquité et avec cette figure extrêmement noble d'Antigone, avec Sophocle qui lui fait prononcer un véritable éloge des lois non écrites, et donc Antigone comme symbole d'humanité absolue, puisqu'elle préfère enterrer son frère au péril de sa vie, elle va d'ailleurs être enterrée vivante, etc. Et Charlotte Delvaux, par exemple, dans La Résistance, explique après qu'elle s'en servait en tant que... Quand elle était dans les camps, elle s'en servait, ça leur donnait espoir, c'est une figure d'espoir et c'est une figure de résistance. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Giusto s'amuse, entre guillemets, à propos de quelque chose qui n'a rien de drôle pour le coup. Il s'agit des migrants à Lampedusa, de Carole Rackete, etc. Oui, parce que... à montrer comment Antigone, là aussi, on l'a fait servir en quelque sorte contre elle-même. Je te redonne la parole. Elle a été mise un peu à toutes les sauces, là. Oui, parce que la tragédie d'Antigone, évidemment, c'est le conflit avec elle et donc qui voudrait enterrer son frère et à qui le représentant de la cité, c'est-à-dire Créon, dit non, donc parce qu'il a brisé les lois et donc il ne faut pas le faire. Alors il y a toute une tragédie parce que justement, et à partir de ce moment, il a eu toute une tradition d'exégèse d'Antigone qui finalement couvre une grande bibliographie. On pourrait passer la vie à étudier Antigone avec sa réception et tout le reste. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, il y a toujours, donc c'est la tragédie qui devient une farce. Pour citer tes amis. Et parce que là, à un moment donné, chaque fois qu'on avait affaire à une jeune femme qui défiait les lois pour une juste cause, mais en fait, ce n'était pas une juste cause. La cause d'Antigone était la cause des aristocrates qui, justement, voulaient
voulaient défendre leurs traditions ancestrales contre la tradition de la cité. Et là, justement, dès que la capitaine allemande Carola Rackete, à l'époque quand Salvini était ministre de l'Intérieur, il y avait une crise des migrants. Après, il y a eu des crises encore plus graves, mais là, c'était déjà une crise. Et elle avait décidé de forcer le blocus du port de l'île de Lampedusa pour sauver toute une série des migrants. Et ce qui est intéressant est que justement, à cette époque, il y avait des politiques de droite, voire des philosophes de droite, qui avaient défendu Salvini, tout en disant « Ah non, la vraie Antigone, c'est Salvini, c'est pas Carola Rackete ». Alors, justement, Antigone, on l'a comparé à plein de figures. Il y en avait qui avaient dit « Ah, Ulrike Meinhof, c'est Antigone, etc. » Mais Salvini, là, ça m'a tué. Parce que personne... Je mettrai sur le montage qui était Ulrike Meinhof pour les jeunes générations, ils ne doivent pas trop... Parce que justement, dès qu'il s'agit de parler d'une jeune femme révoltée, alors Antigone, c'est facile, mais là, ceux qui ont justement compris que c'était la vérité, que c'était Salvini, le vrai Antigone, celui qu'ils opposaient aux lois de la cité, ou aux lois de la mer, disons, les lois de la... Et là, c'est navigation. Ce qui devait être probablement... Antigone qui, pour le faire court aujourd'hui, est transformée en passionnariat de la lutte contre le patriarcat. C'est ça. En fait, elle représente le patriarcat. J'imagine être l'idéologie du patriarcat. Oui, on a des films féministes absolument dans les années 70 qui prennent Antigone comme figure remarquable. Mais Carola Rackete, c'est vrai qu'elle a le droit pour elle. Donc, d'une certaine façon, elle n'est pas dans la situation d'Antigone. Non, elle est Créon. Elle est Créon. Créon lui fait respecter le droit de la police. Alors, c'est un peu plus ambigu parce que le droit de sa cité, donc la police, c'est quand même lui qui l'édicte pour mettre fin à une situation de guerre civile et pour faire revenir la communauté dans le droit. Mais Carola Rackete, elle ne fait qu'utiliser des règles de droit. Qui est que, ben non, on n'abandonne pas des gens qui sont en train de se noyer, tout simplement. On les met en sécurité. C'est le droit maritime, international et national. Voilà. Et donc, elle est du côté du droit. Elle n'est pas du côté de la résistance au droit. Et donc, derrière cet échantillon d'usage et abus de l'Antiquité, on finit par retrouver des aspects qui, derrière leur utilisation un peu fantaisiste, donnent matière à réfléchir sur la manière que la politique d'aujourd'hui utilise pour mieux mettre en valeur certaines décisions. Un autre cas, c'est celui du piège de Thucydide. Alors là, c'est un grand classique maintenant des études géostratégiques. Il y a des chapitres sur le piège de Thucydide. Et qui a inventé ça? C'était un politologue américain, Graham Allison, qui, en 2017, avait fait une conférence et après il en a tiré un livre pour montrer justement qu'à son avis, il y avait un passage de Thucydide, en anglais évidemment, où il montrait qu'il y avait à un moment donné, la guerre du Péloponnèse était inévitable. Et là, la chose intéressante que, le passage originel est beaucoup plus complexe et comme toujours chez Thucydide, c'est très difficile d'en sortir des pilules de savoir parce que le contexte est toujours très compliqué et à mon avis, Thucydide s'amusait à écrire, disons pas comme Heidegger, mais avec un texte très dialectique, contrairement à Heidegger, mais très obscur tout de même.
Bref, je ne suis pas d'accord, mais je te laisse poursuivre sur le piège de Thucydide. Alors, le piège de Thucydide, c'est intéressant parce que justement, Graham Allison, dans ce contexte, c'était les débuts de la présidence Trump, utilisait Thucydide simplement comme pompon pour montrer qu'une guerre entre les États-Unis et la Chine était inévitable. Et ce qui est intéressant est que les Américains ne l'ont pas pris au sérieux, mais les Chinois l'ont pris au sérieux. Et ils ont commencé à développer toute une bibliographie sur le piège de Thucydide, où finalement Thucydide, de temps en temps, apparaissait, mais de façon un peu liminaire. On discutait ces doctrines, et c'était un peu comme la paix carthaginoise de Keynes. C'est la même chose. On parle de paix carthaginoise, c'est-à-dire une paix à des conditions, imposée à des conditions insupportables. Mais finalement, Keynes, quand il avait écrit son livret à sa sortie de la conférence de Versailles en 1919, c'était simplement limité à dire que les conditions trop dures imposées par les Alliés à l'Allemagne ressemblait beaucoup à la paix imposée par les Romains aux Carthaginois. Or, finalement, Keynes, j'ai lu, c'est un petit pamphlet, il en parle 2 fois, il se limite simplement à donner cette citation sans même préciser si c'est la deuxième guerre punique ou la troisième guerre punique qui a porté à la destruction de Carthage, mais c'est tout simple, parce qu'à l'époque de Keynes, on faisait des études, on apprenait les classiques, on sortait d'Oxford et de Cambridge avec une formation en latin, en grec, après on virait économiste, mais là maintenant, quand on trouve dans les manuels des sciences politiques la paix carthaginoise, j'ai quelques doutes si les politistes sont vraiment à mesure de savoir s'il y avait jamais eu des guerres entre Rome et Carthage. Mais quoi inspiré tout ce que vous venez de raconter là, à propos d'Antigone, c'est moi ce qui me frappe dans ces personnages dont la représentation, l'acculturation au fil des générations s'est développée ou s'est fortement atténuée. Il y a quand même un des personnages de l'Antiquité, à certains égards homologue d'Antigone, en termes de symbolique et d'importance, qui est Oedipe, et qui était quand même assez central à peu près partout, dans tous les champs, comme diraient les bourdieusiens, de la culture savante, universitaire ou mondaine, et qui a quand même un peu disparu aujourd'hui. Est-ce que vous avez évoqué ce cas-là, ou est-ce que ça t'inspire des... Non, ça m'inspire moi, mais oui. Effectivement, on pourrait bien en parler, mais j'ai toujours été... Parce que de Oedipe n'est plus un sujet, comme ils disent aujourd'hui. Alors que ça revenait à tout bout de champ dans la conversation il y a une quarantaine d'années. Mais c'est complexe. C'est complexe, oui. Vous vouliez... non. Là-dessus, bon. Ça fait partie, effectivement, des... C'est-à-dire depuis l'anti-Édipe. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je ne faisais pas spécialement allusion à l'anti-Oedipe, mais c'est l'exemple type des représentations, y compris des représentations des symboliques et des personnages mythiques ou tragiques fondamentaux de l'Antiquité. Et c'est absolument vrai, tu parles à juste titre d'Antigone, qui est d'une grande actualité. En permanence, on nous la sert. D'ailleurs, il y a des représentations régulièrement renouvelées de la tragédie, plus ou moins maltraitées. Tandis que le Oedipe de Sophocle, ou celui de Freud, évidemment, ces deux-là, enfin, plutôt on a confondu les deux. Hein? Mais c'est Pardon. Non, il y a eu un aplatissement complet sur Freud, en fait. À un moment donné, quand il est question d'Oedipe, il n'est plus question de Freud, il n'est plus question de la Grèce antique, en fait, me semble-t-il. Mais là, justement, j'avais parlé de Freud dans un autre passage, celui sur l'interprétation des songes, parce que là, justement, il y avait... Freud parle
de son premier voyage à Rome, qui finalement était un voyage qui avait réussi à faire finalement. Après, il est allé à Rome, après il a eu tout le rêve de la Gradiva et tout ce qui va avec. Mais dans son premier voyage en Italie, il avait essayé d'arriver jusqu'à Rome, et là, finalement, il n'avait pas réussi à rentrer dans la ville éternelle. Et là, il commençait à réfléchir et il expliquait, mais finalement, c'est clair, je fais comme Hannibal. Parce qu'Hannibal, lors de la deuxième guerre punique, en 211 avant Jésus-Christ, avait essayé d'assiéger Rome, et tout de suite après, pour toute une série de raisons, il avait décidé de renoncer à cette entreprise. Et là, Freud commençait à discuter justement son identification avec Hannibal, qui était effectivement un commandant sémite. Oui, j'allais et dire, comme oui, il avait l'ascendance sémitique. Et il avait fait, comme il avait fait ses études classiques dans un gymnase, donc un lycée avec filière classique, où il avait expérimenté pour la première fois l'antisémitisme de ses camarades autrichiens, et là, il avait commencé à développer, à fantasmer sur Hannibal. Et c'est assez intéressant, ce qui montre, mais c'était une époque où la culture classique était finalement un patrimoine de l'honnête homme. Tous ceux qui avaient fait des études supérieures avaient des connaissances plus ou moins approfondies de la culture classique. Tandis que là, maintenant, dans la société moderne, il y a soit moins d'intérêt, soit moins d'attachement à l'Antiquité dans son intégralité. On essaye de fixer des points de repère qui intéressent ce que j'appelle, avec un peu de mépris, je l'avoue, les demi-cultivés. Ce sont des gens qui sont effectivement cultivés, ils ont de bonnes connaissances, ils aiment la littérature, la poésie et tout le reste, mais dès qu'il s'agit de la philosophie, la politique, et dès qu'il s'agit d'essayer de comprendre que derrière cette culture, il y a un tréfonds classique, là, ils rechignent et ils se limitent à garder des personnages, des figures qui les intéressent davantage parce qu'ils pensent que Hannibal, c'est déjà moins intéressant, qui c'était Hannibal finalement, mais Antigone, non. Antigone, Oedipe, c'est incontournable, parce que ça fait partie de notre civilisation occidentale. Et à ces propos-là, donc quand j'entends ce genre de propos, je lis ce genre de propos, et même si je ne suis pas français, je commence à me ressentir un peu comme Jean Gabin dans La Grande Illusion. Vous connaissez cette scène mémorable où il y a le lieutenant Demolder, juif, qui est en train de traduire Pindare. Et c'est probablement une histoire qui a été inspirée par la figure de Joseph Vandriès, donc linguiste, machin, qui justement avait amené ses lectures classiques dans les tranchées de la Grande Guerre. Il avait fini pour revenir et fonder la Société des Belles Lettres, justement, pour diffuser la culture classique, même à ceux qui ne lisaient pas le latin et le grec.
Et là, dans cette scène, on a Demolder qui est là avec son grand dictionnaire, sans doute la première édition du Bailly, et un autre texte. Et là, le capitaine, qui est le protagoniste de la Grande Illusion, lui dit, bon, écoutez, là, vous me gênez avec vos livres. Et là, Demolder, il est un peu outré, parce qu'il dit, non, mais vous ne comprenez pas, Pandare a été si mal traduit. Le capitaine le regarde, l'air hautain, mais là c'est le Gabin qui éclate et qui dit, bon, foncièrement je m'en fous, mais puisque tu le dis tout le temps, mais qu'est-ce que ton Pandare? Et les intellectuels? Les intellectuels? Ah, nous, c'est plutôt la tuberculose. Tiens, monsieur Pindare. Ah, et les bourgeois, alors? Des maladies de foie, d'intestin. Ils mangent trop. En somme, chacun mourrait de sa maladie de classe si nous l'avions la guerre pour réconcilier tous les microbes. Pardon, vos dictionnaires vont me gêner. Oui, oh, excusez-moi. Mais vous voyez, Pindare a toujours été si mal traduit. Oh, fâcheuse lacune, vous m'envoyez navré. Dis donc, je te l'ai jamais demandé parce que dans le fond, je m'en fous, mais qu'est-ce que c'est que ton Pindare? Oh, tu peux plaisanter. Pour moi, Pindare, c'est plus important que tout. Plus que votre vie, plus que la guerre, plus que ma vie à moi. Tu comprends? Pindare, c'est le plus grand poète grec. Plus grand poète grec? Ah, mon vieux. Voilà, ma carte est reconstituée ou presque. Ah. Tu vois, nous sommes ici. Ici, à 25 km au-dessus de cette courbe du Main. Oui. Pour gagner la Suisse, au-dessus du lac de Constance, seul moyen d'éviter la traversée du Rhin, nous devons faire 320 km. Sans blague, penses-tu? Il faut compter 15 nuits de marche. Avec 6 morceaux de sucre et 2 biscuits par jour, on peut tenir le coup. Ah oui. Tiens, bah veux-tu que je te dise, toi, avec ta carte, t'es aussi fou que l'autre avec son Pindare. Parce que pour foutre le camp d'ici... Voilà. Mon sujet est terminé. La justice poursuivra le crime. Ah, je crois que c'est assez réussi. Oui, oui. Et là, c'est assez intéressant, parce qu'il y a une scène un peu plus tard, et là, on a Erich von Stroheim, qui intervient lors d'une fouille dans la cellule du pauvre Demolder, où les sbires de service voudraient lui enlever son Pindare. Et là, donc, Stroheim... Weitermachen! Hier wird nichts untersucht. Donnez-moi votre parole d'honneur que vous n'avez rien dans la chambre contre le règlement. Je vous donne ma parole d'honneur. Merci. Mais pourquoi ma parole et pas celle de ces messieurs? La parole d'honneur d'un Rosenthal et celle d'un maréchal? Elle vaut la nôtre. Peut-être. Allons, mon vieux, allons, pas ce bouquin-là. Allons, non, prenons un autre, non, pas celui-là, allons. Oh, c'est introuvable, mon gars, comme ça. Ce pauvre vieux Pindare. Ils sont trop bêtes, quand même. Décide que finalement, il doit être... il doit Qui est l'officier allemand Holstein de l'époque. Oui, le Junker. Mais là, avant de partir, il regarde le crâne de Demolder. Et là, il fait un peu... Et là, c'est justement l'anthropologie pré-nazie qui est toute présente. Et là, il part de la cellule disant « Pauvre Pindare ».
C'est-à-dire que maintenant, on a tout vu. On a des juifs qui traduisent Pindare. C'est une scène qui a été particulièrement fascinante et qui n'a pas été comprise. Si, ce qui l'a compris, c'était Céline, évidemment. Mais simplement, comme Céline l'avait écrit dans ce ton à la Céline, il n'a pas été approuvé. Et donc, il n'a pas été compris par cette édition. Mais justement, quand je vois la manière où les défendeurs des études classiques n'ont pas autre chose à expliquer que dire que Pindare, comme vous me demandez, c'est le plus grand poète grec. Et là, c'est pas comme ça qu'on va convaincre sa chambrée, qui était quand même une chambrée d'officiels. D'officiers, pas des poilus. Non, oui, c'est des officiers. Et donc, et là, à mon avis, il y a derrière toute une leçon à retenir. Parce que, justement, est-ce qu'on peut toujours rester dans notre réserve indienne? Je crois que non. Mais il faut trouver des manières pour mieux proposer certaines lectures, même aux Gaulois hégélo-marxistes les plus réfractaires. Mais un Gaulois hégélo-marxiste, il est tout sauf réfractaire aux lettres classiques. C'est pas toi que je vais Il faut demander au président. Là. C'est plutôt leurs adversaires déclarés, y compris le président. Tu sais qu'en France, il y a toute une tradition, y compris de gauche, consistant à éliminer les lettres classiques. On en a parlé dernièrement. Donc, mais cette gauche-là, pour nous, c'est la pire des droites réactionnaires, comme tu le sais. Mais je mettrai l'extrait de La Grande Illusion, parce que tu fais bien de le souligner, je ne vais pas développer ça là, mais dans ces films, dans ces deux grands films, La Grande Illusion et La Règle du jeu, au cœur de l'actualité, à mon avis, de ces deux grands films de Renoir, il y a le rapport de classe. Oui. C'est ce qui est et quand on se souvient de qui il fréquentait à l'époque, on le comprend d'autant mieux, même s'il a lui-même beaucoup évolué dans ce domaine-là. Mais voilà, ce que tu décris, une des clés de compréhension, d'interprétation, y compris de la réception et de l'usage des classiques ou de leur mésusage, c'est évidemment la manière dont le rapport de classe détermine les rapports entre justement les récepteurs, les lecteurs et les écouteurs de cette tradition. Et de la culture. Et de la culture de manière plus générale. Bien, on va peut-être, avant les libations, je vous laisse la parole bien sûr, et puis après on va conclure. Parce qu'effectivement, il ne faut pas avoir trop de respect, il ne faut pas considérer que Pindare ne doit être que lu avec un bailli à la main, etc. Mais il y a quelque chose, moi, qui me fait réfléchir dans cette tradition qu'on présente souvent comme une tradition occidentale ou une tradition universelle. Oui, à l'heure actuelle, on a beaucoup trop tendance à être demi-cultivé et moins que ça encore. Et je dis ça alors que moi, qui travaille les classiques, j'ai vraiment le sentiment que ce soit les classiques ou autre chose, je ne fais que commencer, et pas seulement pour les classiques d'ailleurs, mais on les réduit finalement à de la morale et donc à de l'indignation. Et il y a un passage de Giusto sur la cancel culture, sur les suppliantes, etc. Enfin, il y a plein de choses là-dedans. Donc, en fait, on ne les lit plus, donc on en fait le support d'indignation morale. Et Yoann Chapoutot rappelle dans sa préface que souvent c'est aussi le vecteur d'un discours identitaire. Et pourtant, moi je me souviens qu'en Afrique du Sud, quand Nelson Mandela est sorti de prison, quand il s'est agi de trouver quelque chose pour faire cette fameuse nation arc-en-ciel, et donc a priori l'Afrique du Sud, l'Antiquité gréco-latine, ça paraît un peu loin, et mais ce qu'ils ont trouvé, c'est précisément un mythe grec. Alors un mythe grec qui a été retravaillé par un poète anglais, par un contemporain, etc. Et c'est Philoctète. Et Philoctète, c'est quand même celui que les Grecs eux-mêmes
ont exilé parce qu'ils sentaient trop mauvais, il était blessé, bref, ils l'ont abandonné, hein, aucune solidarité, quoi que ce soit. Et puis après, ils sont obligés d'aller le rechercher parce qu'il a quand même gardé des armes qui permettraient le retour, en fait. Donc il y a toute une réflexion, c'est encore une tragédie de Sophocle, et c'est précisément ce mythe-là qu'on est allé chercher à la fin du XXe siècle, en Afrique du Sud, pour la réconciliation de la nation arc-en-ciel. Et donc, oui, on a parlé beaucoup de l'histoire incorrecte, de la réception de l'Antiquité, du livre noir des classiques, et il y a plein d'anecdotes là-dedans, et ça fourmille, etc. Mais au-delà de l'indignation morale à tout va, il peut y avoir aussi des beautés dans les textes et la façon dont on s'en sert. Pardon, je voulais quand même terminer. Et pas que dans les beaux textes. Par exemple, l'édit de Caracalla a été justement utilisé même, toujours par le gouvernement de Nelson Mandela, pour appliquer de nouvelles mesures après la fin de l'apartheid. Et ça, Caracalla, c'est la... Ça nous parle, c'est loin, mais ça nous parle aussi parce que c'est loin, quelque part. La citoyenneté donnée à tous les habitants de l'Empire. D'où des discussions entre historiens, etc., qui ont duré assez longtemps. Oui. Bon, ouais. Et on a aussi bien, c'est intéressant, on parlait d'Afrique du Sud, ça a été aussi bien utilisé pour asseoir les possibilités de s'en sortir après l'apartheid, que l'Antiquité avait été utilisée aussi par les partisans de l'apartheid, en expliquant que finalement la civilisation gréco-latine, c'était la civilisation anglo-boère, donc on devine qui étaient les barbares. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est aussi que l'Antiquité peut être mise à toutes les sauces comme Antigone, et que l'un des intérêts majeurs du livre de Giusto, me semble-t-il, c'est d'aller gratter tous ceux, du côté de tous ceux qui l'utilisent de façon aberrante. Y compris d'ailleurs nationalistes, etc. Le nouveau paradigme qui est devenu la notion de citoyenneté. Qu'est-ce que c'est que le citoyen aujourd'hui qui mettent à toutes les sauces, qui ne veut plus rien dire, et qu'ils associent à toutes sortes de choses. Or, là, il s'agit des citoyens de l'Empire, on est tous sauf dans une démocratie. Puisqu'ils associent ça systématiquement à la démocratie, sans parler du citoyen grec, avec les esclaves, etc., tout autant. Donc oui, bien sûr. On sait, ce qu'on dit au début, le livre d'Egon fait un certain nombre de baudruches d'une part, et d'autre part montre un certain nombre de malversations. Oui. Et de versions latines pleines de contresens. Et sans perdre de vue... de traduction pleine de contresens, peut-être. Mais sans perdre de vue l'intérêt des classiques. C'est ça. À propos de traduction, je vais vous inviter, donc, c'était peut-être une conclusion, mais je vais vous en proposer une autre sur laquelle je vous invite à conclure. Mon premier souvenir de latin est lié au personnage que tu as évoqué. Je me souviens encore, on apprenait les règles latines dans le Petit Mangin, y compris leurs aspects rhétoriques. C'était César pontem fecit. Ah, oui. César fit faire un pont, nous expliquait-on, etc. Donc cette espèce de formatage qu'on a eu en commun jusqu'à une période malgré tout assez ancienne, puisque vu mon âge, vous imaginez que c'était pas hier, cette époque où j'apprenais les règles de grammaire latine. Donc César, c'était le César auteur, hein, autant que c'est ça le rôle très particulier, enfin la position très particulière de César. C'était à la fois auteur, on lisait le texte, la guerre des Gaules, c'était réputé assez facile, mais c'était stimulant pour les jeunes de 6e ou 5e, puisque on connaissait César, le César qui va être celui d'Astérix, évidemment. Alors voilà, ça c'est est-ce que cette ultime réflexion vous inspire un commentaire en conclusion? Oui. C'est comme Oedipe, hein, je vous ai pris peut-être la citation de Jean-Charles. Oula. Oui, il est un peu oublié lui aussi, Jean-Charles. Faut que tu précises qui était Jean-Charles. C'est l'inventeur des bêtisiers, finalement. Voilà. Oui. Et la foire au cancre. C'était un auteur qui avait eu un beau succès dans les années 60 en publiant des perles des élèves
Et c'est vrai que ça s'appelait La foire aux cancres, et c'était assez... Hardy, les cancres, enfin il y a eu 3 volumes de suite, il y avait des tirages absolument magnifiques. Alors oui, je crois que la citation de Jean-Charles est la plus appropriée pour terminer cette rencontre. Je te donne, je te laisse l'honneur. Oh là. Non, ça c'est pas Jean-Charles là. Là on est chez Ferdinand Buisson, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Pas du tout la même chose. Mais voilà, c'est ça, une anthologie de perles. L'anthologie elle a pas et elle a pas c'est Jean-Charles. Voilà, c'était la vis là, effectivement. Ah, les mauvais usages de l'Antiquité vus par les cancres. Oui. Oh là là. Il y a 2000 ans, notre pays s'appelait la Gaule parce que ses habitants allaient pêcher pour se nourrir. Les Gaulois habitaient dans des huches et élevaient des poules, des canards et des dolmens. C'étaient des guerriers farouches qui buvaient de l'hydrogène dans le crâne de leurs ennemis. Les truites étaient des curés sauvages qui faisaient la cueillette du gui, comme aujourd'hui dans les écoles la collecte des vieux papiers. Ils mangeaient le gui dont ils étaient très friands. Les Gaulois luttèrent vaillamment contre Jules César qui avait envahi leur pays en 403. Bon. Oui, c'est un modèle de chez Peugeot. Voilà, c'est ça. Il faut préciser pour les jeunes générations que la 403, c'était des modèles de voitures les plus courants, les plus connus à l'époque. Leur chef, Vercingétorix, voulait que toutes les Gauloises s'opposent aux Césariennes. Il fut finalement battu à Alésia, près de la porte d'Orléans. Ça a été repris par Renaud, et je ne peux pas oublier qu'autrefois, Vercingétorix s'est battu tout près de la porte d'Orléans. Bon, ça a été repris. On est tout près de la rue d'Alésia, ici. Oui, on y est. On est dans le contexte. Et la rue Vercingétorix n'est pas très loin. Et est à 200 mètres. César l'emmena en prison à Rome, et il mourut de soif dans un cachot dont les murs ruisselaient d'humidité. Après sa victoire, César accabla les Gaulois avec des impôts sur le sel, la gabelle, la taille et les cartes à jouer. Aujourd'hui, nos pères, les Gaulois, ont complètement disparu, mais ils nous ont laissé 2 Gaules. S'il n'y avait pas eu le progrès, nous serions encore Gaulois. Bon. Voilà. Alors, on a mais cela dit, j'ai cru, je crois me rappeler, et on revient à Antigone, que dans des copies plus récentes, il y avait sur Antigone des choses tout aussi épouvantables. Non, mais il y a ceux qui sont capables de retenir Caïsar Fontaine-Pékit. Oui, mais attention, là c'était du SEM2. Et puis il y a ceux qui... Pas forcément, non. retenaient autre chose, en fait. Oui, peut-être aussi qu'on pourrait faire un commentaire sur le fait que ce genre de production de cancre, consternante, mais à la fois comique, voire poétique. Voire poétique, on a la forme la plus consternante, on l'a de manière assez fréquente chez parmi notre personnel politique. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, notamment dans des déclarations publiques parfois assez étonnantes. Hein. On les a eues de la part de ministres ou de secrétaires d'État. On en a eu très belles. Alors, c'est plus le fait des cancres. Oui, mais ça, mais c'est que je crains. Le cancre du lycée Papillon dit tout de même, et comme plus tard je veux devenir ministre, moins je serai calé, plus j'aurai de valeur. Ah voilà. Oui, mais là, c'est que je crains que ce n'est pas la faute aux ministres politiques. Ce sont justement les anciens étudiants de nos universités qui sont utilisés pour écrire leurs discours. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais parfois ils improvisent, hein. Attention. Oui, je parle des, mais là, des personnages publics. Mais on ne sait jamais. C'est souvent les improvisations. Si leurs ghostwriters ont étudié du côté des Sciences Po, je crains que peut-être... Mais il arrive aussi que les ghostwriters se vengent et fassent dire des bêtises aux gens pour qui ils travaillent. Bah, la plus célèbre, on va peut-être... L'affaire Botul. C'est l'affaire Botul, bien sûr. Oui, oui. Mais c'est, paraît-il, et c'est très probable, c'est un de ces nègres, comme on ne doit plus lire maintenant. Non, un oiseau de couleur. Un des mecs qui payait pour écrire ses livres, qui lui avait tendu un piège, d'après ce que... C'était pas du tout ignorance de sa part. Ah non, c'était... Bah si, c'est ignorance de la part de celui de la part de BHL, bien sûr. BHL. Quand même. Alors, tout simplement, il n'avait pas lu ce qu'il avait... Il y a des gens qui non seulement n'ont pas écrit ce qu'ils ont signé, mais ne l'ont pas lu non plus. Il semblerait que la biographie de Mandela par Jack Lang, il avait oublié de la lire. On pourrait multiplier les exemples, mais on a assez débiné. Non, mais on avait parlé de Mandela, alors bon. Oui, c'est vrai. Il y a une cohérence.
Oui. Bon, je te laisse la conclusion. Tout est dans tout et réciproquement. Peut-être plus conciliante à l'envers, j'allais dire à l'encontre de tes confrères, de tes collègues, voire de tes élèves, que ces ultimes remarques. Oh. Non, finalement non. Mais disons, c'est oui, à la Magritte, ceci n'est pas un classique. D'accord. Bravo. Oui. Bon. Et comme de coutume, après l'effort, le réconfort, je ne sais pas s'il y a parmi vous. Marcus, you and I are wasting the evening. Why? By the back of Venus. Look! A Christian girl. I've heard of her. Marcus plays host all over the house. A beauty, Marcus. Why, hide how, Marcus? So this was the enchantment. Present us, Marcus. Or aren't we virtuous enough? It would perhaps help you both to know each other. The Lady Mercia, this is Anteria, the most wicked and...